Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Sirotons le houblon. Aujourd'hui, je suis à Colmar, à la brasserie Sainte-Crue, et je suis avec Vivien. Salut Vivien. Salut Alexandre. Donc Vivien, toi tu es... est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Tu es un des cofondateurs de la brasserie. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, j'ai commencé l'aventure brassicole en 2012 avec une petite brasserie de 500 litres dans le garage de mes parents. Avant ça, je faisais du brassage amateur. Et assez vite, j'ai rencontré Enzo, mon associé, qui est venu se greffer à l'aventure au bout d'un an d'exercice en pro, quoi. Et après, on a fait des recrutements successifs jusqu'à maintenant, quoi. D'accord. Avant d'être à Colmar, la brasserie, la première installation, elle était à Sainte-Croix-en-Plaine. C'est un village à 5 km de Colmar. C'est là où habitaient mes parents. Bon, ils habitent encore. Et il y avait un garage à voitures. J'ai viré les voitures et on a installé la cuverie, quoi. Ouais. Et donc le nom vient de là, Sainte-Crucienne, à la base, pour la bière de Sainte-Croix. Et... Les habitants, c'est les Saint-Cruciens. Du coup, d'abord, c'est la brasserie Sainte-Crucienne, la micro-brasserie Sainte-Crucienne. Ça faisait un peu long. Donc on a coupé et on a mis du Sainte-Cru. C'est plus facile à dire, mais bon, il faut chaque fois expliquer d'où ça vient, quoi. Alors moi, si j'ai bien compris en regardant un peu sur le site de la brasserie, à la base, la brasserie, elle est née de l'envie de boire des bonnes bières de qualité. Parce qu'il n'y avait pas... Alors la brasserie, comme je disais, c'est monté en 2012. Le marché de la craft n'était pas encore développé comme il l'est aujourd'hui. Ouais. Et il y a eu je pense comme beaucoup de personnes à cette époque-là, de cette génération, il y a eu le déclic avec la première IPA. Bah, c'était la punk, quoi. Ouais, comme tout le monde, hein, je pense. Moi, c'est pareil. Ça, c'était des goûts nouveaux. Et en plus, ils avaient une belle histoire à raconter, quoi. Le storytelling était bien fait. Ils avaient déjà tout le package qui était assuré entre l'histoire, les produits adaptés. Après, c'est des produits qui ils se sont inspirés de la craft américaine, mais il fallait bien que ça débarque en Europe, quoi. Oui. Et ça m'a marqué. Et ensuite, je me suis dit, tiens, s'il y a deux mecs avec un chien qui arrivent à faire de la bière, peut-être que moi, j'y arriverai aussi. Et j'ai fait du brassam pendant 2 ans avec une petite cuverie de 20 litres et ensuite 50 litres, 100 litres. À chaque fois, on rajoutait un petit peu de contrôle, un peu d'étape. Et j'avais beaucoup de copains qui venaient dans le garage et dans la cave pour voir ce qui se passait, et surtout pour boire des bières pendant le brassage. C'était ça le plus fun, oui, quoi. Évidemment. Il y avait moins de monde à l'embouteillage, quoique j'arrivais quand même toujours à en récupérer quelques-uns. Et après, assez vite, je me suis dit que ça me botterait bien comme métier. Ouais. Ça a l'air plutôt fun. À cette époque-là, j'avais le temps de bouquiner pendant la filtration, donc j'avais des temps morts. Bon, maintenant, c'est fini. Mais au début, c'était assez chouette. C'est un métier physique, donc on bouge tout le temps. Le soir, on dort bien. Surtout si on a bu une bière à la fin du travail, ça aide. Et donc, chouette métier. En tout cas, au début, quand t'es seul dans le garage, c'est fun, quoi. Ça a vite bougé, mais c'est pour le mieux aussi. Au moins, le métier, il a évolué. Tu vois, ça fait 10 ans que je fais ça. Et tous les ans, j'ai fait autre chose, quoi. J'ai jamais eu la répétition. Ouais, c'est ça. Et alors, de buveur de bière, brasseur amateur à fondateur d'une microbrasserie, il y a quand même quelques étapes à franchir. Ça s'est passé comment, la transition pour toi? Alors, moi, j'ai fait une école de commerce. Commerce marketing, quoi, comme ça se fait beaucoup. Du coup, on a appris à un peu gérer des petites boîtes, quoi. En tout cas, ils nous donnent les bases. Après, on en fait ce qu'on en veut. Comment ça se fait? Déjà, il faut aimer la bière. Oui. De base, quand tu es étudiant en école de commerce, j'ai envie de dire, c'est un prérequis. Et après, tu essaies de construire une boîte comme tu as envie de le faire. Il y a des modèles qu'on nous explique. En général, c'est des grosses boîtes qui fonctionnent. Les petites boîtes, on ne nous explique pas comment créer une dynamique, quoi. Et puis le milieu de la craft, au lancement en 2012, il n'était pas celui qu'on a actuellement. Comment tu montes une brasserie quand tu passes de brasser 20 litres chez toi à ne serait-ce que 500 litres sur la première, faut trouver de bon matos, t'as peut-être moins d'accompagnement que tu peux l'avoir maintenant, ça va être plus débrouillard, non? On avait une bonne entente avec le FHL, c'était le Front Hexagonal de Libération. Il y avait Maten dans le coup, Brasserie des Garrigues, Brasserie de la Pleine Lune, Brasserie La Grivoise, Margeau du Paradis.
Et Corésienne aussi, Boris. Et du coup, on se voyait régulièrement pour faire des bringues. Mais on en profitait aussi pour causer un peu bière, un peu technique, causer matos, comment tu bricoles ça. C'était du brassage dans la salle de bain, quoi, presque au tout début. Après, eux, ils avaient déjà monté des structures avec des petites équipes, des fermenteurs et tout. Donc, on est beaucoup... Moi, je me suis beaucoup rapproché de Gwen Lagarrigue à ce moment-là. Maten aussi avait beaucoup de choses à raconter. Et du coup... ça m'a donné des bases solides, quoi. On goûtait beaucoup les bières pendant nos petites soirées. Du coup, au début, on essayait un peu d'être critique et constructif. Après, on buvait des bières, quoi. Mais ça m'a beaucoup aidé sur au moins les 5 premières années, quoi. Après, les boîtes de chacun se sont structurées. On avait aussi plus d'expérience. Après, chacun bossait sur son truc en interne. Mais au début, on était content d'échanger parce qu'on était beaucoup d'indépendants avec peu de salariés, peu de personnes avec qui causer produits. Donc, c'était un bon départ. Je pense que c'était vraiment ça qui m'a fait passer de brassage amateur à brassage pro. C'est de l'échange d'informations, quoi. Ouais. Et alors, tu as évoqué tout à l'heure le déclic avec notamment la Punk IPA et du coup la découverte de Brewdog et toute l'imagerie qu'il y avait autour de la brasserie à cette époque-là. Quand tu arrives chez Sainte-Crue, un des trucs que tu remarques en premier, c'est que sur le bâtiment, il y a un placardé fièrement brasserie indépendante. À côté de ça, il y a aussi beaucoup de bières avec une imagerie un peu punk, un peu anticonformiste, des bières comme la Ni Dieu ni Maître, la Blitzkrieg Hop, Salut à toi, Nos Futurs, il y a eu tous ces noms-là. Il y a une inspiration de chez Brewdog, c'était une volonté aussi d'avoir une brasserie un peu décalée et qui prône fièrement son statut d'indépendant. Ouais, c'est ça. Alors l'inspiration, en fait, ils ont un peu cassé les codes. Du coup, ça a ouvert les perspectives. Et clairement, je fais de la bière pour moi et pour mes copains à la base, quoi. Donc c'est un peu notre univers, la pop culture, les slogans un peu de gauche, un petit peu de déconne et un petit peu de too much, quoi. Mais clairement, là, quand t'es étudiant, à part boire des bières, regarder des films et un peu travailler de temps en temps, il faut justifier. On a des parents qui regardent quand même ce qui se passe de temps en temps, quoi. C'est eux qui financent, quoi. Donc il faut rendre des comptes. Mais du coup, tu as le temps de te faire un bagage de culture aussi, si t'aimes bien ça, quoi. Donc, après, de la culture, on est d'accord, hein, regarder Pulp Fiction, oui. Parce que ça fait partie de notre univers, quoi. Et du coup, ils ont cassé les codes. En tout cas, on n'était pas obligé de faire une brasserie tradie à l'allemande ou à la belge. C'est très bien ce qu'ils font. C'est juste qu'eux, ils ont apporté une autre image dans le marketing qui m'a bien marqué. Après, d'abord, tu regardes, tu t'inspires, après tu t'en détaches, quoi. C'est un bon modèle, il y a du bon, il y a du moins bon, il faut savoir ce qu'on veut et après il faut le construire en fonction de qui on est et emmener surtout maintenant qu'on a une petite équipe, à peu près une quinzaine à la brasserie, il faut aussi emmener les gens avec. Donc on construit les projets ensemble. Sur le marketing, je suis plus tout seul, il y a du monde, on réfléchit, on emmène et on s'adapte aussi un peu à la demande. Nous, nos clients, je pense que c'est la grande casse, c'est des 25-50 ans, quoi. Du coup, on parle à différents publics, mais on a toujours plus ou moins les mêmes codes, quoi. Surtout quand on a des rêves communes, quoi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on l'évoquait, là, la brasserie, elle est située maintenant à Colmar. On est en plein cœur de l'Alsace. On sait que les Alsaciens sont quand même assez fiers de leur région et de leurs produits. Est-ce que c'était pas un peu compliqué au début de s'imposer comme brasserie locale en vendant des bières justement un peu avec une imagerie un peu anarchiste, décalée? Alors, bizarrement, on n'est pas très bon en local. On fait une bonne partie de nos volumes, mais on a essaimé assez rapidement dans toute la France parce que comme on a une identité visuelle qui est pas basée sur le régionalisme, et on pouvait aller la vendre un peu partout, quoi. Et ça tombe bien parce qu'on a fait des produits qui n'étaient pas spécialement consensuels. On n'a pas fait la blonde, l'ambrée et la blanche. On a fait tout de suite des IPA, des déclinaisons d'IPA, des bières aux fruits et autres. Et du coup, c'est des bières qui pouvaient aller se vendre un peu partout, quoi. Et maintenant, on fait aussi le boulot un peu arrière. On va essayer de ramener les hectolitres, les volumes sur la localité, quoi. Rien que pour être plus résilient en termes d'écologie, quoi. On vient de passer en fût inox.
c'est quand même plus logique d'envoyer des fûts inox à Strasbourg pour qu'ils reviennent et qu'on ait une boucle assez courte, on va dire, dans l'appro et dans un espèce de cercle vertueux, quoi. Consommer local et que d'envoyer des fûts même en Europe, quoi. Oui, bien sûr. Après, la France, ça reste du marché local, on va dire. Si on se compare au marché américain où quand ils brassent à New York, ils envoient les fûts en Californie, ils traversent tout un continent, quoi. Mais du coup, nous, on peut dire que même si on vend de la bière à Biarritz, ça reste quand même toujours du local, quoi. Relativement, oui. C'est sûr qu'à notre échelle, ça va. Oui. Ouais. Pour aller aussi rechercher un peu le marché local, t'as quand même une gamme maintenant plus typée locale. On l'a depuis plusieurs années. Celle-là, on avait toujours cette volonté de coller au code alsacien, quoi. On continue de le développer. On vient de rajouter une blanche dans cette gamme-là. Et ça prend, après, comme dit, sur ce segment-là, on a d'autres brasseurs locaux qui sont sur le même créneau. Du coup, c'est d'autres codes, quoi. C'est du complément de gamme, c'est pour avoir le produit qui est là, pour pouvoir aller un peu avoir un produit qui s'adapte à la clientèle, quoi. Ouais. Alors j'ai une question aussi peut-être un peu plus... J'ai pas envie de te piéger, mais c'est en créant la brasserie en 2012, la brasserie est quand même née relativement tôt dans l'ère, on va dire, des brasseries Beer Geek, largement avant des Popins, des Piggy et compagnie. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant d'engouement non plus autour de Sainte-Crue qu'autour d'autres brasseries. Toi, tu l'expliquerais comment? Tu t'analyses ça comment? Je pense qu'on fait partie des meubles. Vu qu'on était là il y a 10 ans, on a profité de la première vague. Et peut-être qu'il n'y avait pas encore assez de clients Beer Geek. C'était vraiment une niche il y a 10 ans. Maintenant, ça s'est plus démocratisé, plus popularisé. Donc, il y a une plus grande fanbase de consommateurs de bière très hype. Après, on n'est pas allé non plus extrêmement loin. Au début, on faisait des IPA, ça faisait déjà le boulot. La montée, la surenchère qui s'est faite par la suite, on bosse aussi dessus. On a fait la gamme Santa Cruz pour pouvoir justement proposer des produits où on en met toujours plus. Mais c'est vrai qu'on a loupé un train, et c'était il y a 6 ans ou 7 ans. Non, même pas, c'était il y a 6 ans. Quand il y a Popin et Piggy qui ont ouvert 2018, par là. Et là, je pense que j'ai loupé un créneau où je me suis beaucoup trop concentré sur la construction de la nouvelle usine, donc celle qui est derrière là, parce qu'on était d'abord dans un coin du bâtiment actuel où on avait une brasserie qui faisait à peu près 300 mètres carrés, et on a construit la nouvelle brasserie. Et là, du coup, j'ai fait tout le suivi de chantier, du début à la fin, toutes les installations. En fait, je me suis concentré sur le technique, et j'avais beaucoup, forcément, quand tu travailles, tu peux pas être au four et au moulin, donc je me suis concentré sur la mise en place, l'aménagement, les commandes, et j'avais moins le nez dans la veille, suivre un peu ce qui se fait à droite à gauche. Et clairement, un an, ça passe vite quand tu fais un chantier comme ça, et un an, il se passe aussi beaucoup de choses sur le marché, et du coup, j'ai pas vu ça. Et en tout cas, une fois que j'étais installé et que tout marchait, je me suis dit, tiens, il s'est passé un truc, peut-être que j'ai pas été assez attentif, donc après on a un peu galéré, on a loupé le créneau, mais bon, on y a recollé, quoi. Mais c'était du boulot, quoi. Mais c'est sûr que l'engouement, on est passé un peu à côté, quoi. Ouais, t'as raté peut-être comme tu dis, la première vague de l'engouement très Beer Geek. Ouais, t'étais pas au bon endroit au bon moment à ce moment-là, t'étais pas... je pense, Et après, maintenant, je pense j'ai le plus le temps de me concentrer là-dessus depuis quelques temps, et on prend de nouveau des longueurs d'avance, tu vois, sur les canettes alu. Dès que c'est parti, on a direct investi là-dedans. Oui, t'as ta propre encanneuse, t'as tout ce qu'il faut, le matériel pour faire tout toi-même. C'est ça, on a les codes pour la canette, les produits qui vont dedans sont cohérents. Clairement, les DDH, on maîtrise. Après, on a fait quand même beaucoup de brassins. Petit à petit, on est monté dans les tours, mais les dernières qu'on fait, là, on est carrément dans les clous. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire. C'est gourmand, c'est gras, il y a du houblon en masse. C'est correct. Sur les Imperial Gauze et les produits aux fruits aussi, on a maîtrisé le truc. Mais c'est sûr qu'il faut brasser pour devenir bon brasseur.
Mais maintenant, tu vois, on s'est mis sur les fûts en inox. On a aussi, on a peut-être un peu, on arrive au bon moment, quoi. Je dis pas qu'on a de l'avance, mais par rapport à nos brasseries, aux confrères qui sont à peu près dans nos volumes et dans le même marché que nous, et ben on est peut-être plutôt dans les premiers sur l'inox que les derniers, quoi. Oui, on voit là, j'ai l'impression que tu as pas mal de brasseries justement, à peu près dans les mêmes styles, mêmes volumes qui commencent à s'y intéresser. Toi, tu as pris un peu les devants, tu as déjà ton parc, tu as ton enfuteuse, ça. Moi, j'ai lancé le projet, c'était il y a 2 ans. Ouais. Mais bon, pour faire de l'inox, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est pas juste une machine qui va. Il faut un parc. Oui, bien sûr. Il faut un bâtiment supplémentaire, ou en tout cas de l'espace de stockage supplémentaire, parce que c'est énorme l'espace que ça prend au sol. Donc, en fait, passer au inox, ça veut dire rajouter des mètres carrés. Et du coup, il y a 2 ans, on a commencé le projet. Mais bon, ça aboutit que là, il y a 2 mois. Oui. Et je pense que beaucoup de brasseurs se sont rendus compte qu'il fallait arrêter les fûts à usage unique et passer à l'inox. C'était l'été dernier. Il y a eu des gros problèmes d'appro sur les kick-eggs et sur plein d'autres trucs. Les prix ont monté follement et on s'est rendu compte qu'en fait, on était hyper tributaire de ces fournisseurs-là et qu'on ne pouvait rien maîtriser. Donc quand ils nous disent ça prend 20% aujourd'hui, on fait « Ah, ok. Comment on répercute ça sans trop se faire, sans trop y perdre, et pour surtout avoir un prix qui sorte, il y a un prix cible, quoi. Pour la clientèle, pour les barman, ils ont clairement, il y a des strates de prix à cibler, et si on est au-dessus, les volumes ils s'effondrent, quoi. Ils en prendront toujours un ou 2 fûts pour tester, mais ils prendront pas du bec permanent, quoi. Et du coup, c'est ça toute la différence. Donc je pense que maintenant, tout le monde se pose la question parce que l'été dernier était très rude à ce niveau-là, au niveau des appros. Et clairement, maintenant, les brasseries, elles sont toutes un peu plus grosses. Ouais. L'appro, ça devient un vrai métier, quoi. Ah oui, oui. C'est des vraies entreprises, quoi. Entre la craft des débuts, on était 3, et hop, on s'arrangeait en tapant à droite à gauche. Là, maintenant, il faut des prévisions, il faut des budgets. C'est une boîte comme tout le monde, quoi. Oui. Sauf qu'on a le côté fun encore de la bière. Oui. Salut, je fais une petite pause dans ce podcast pour te dire que si tu aimes ce que je fais, tu peux toujours aller noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast ou toute application de podcast. 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vraiment t'aimes beaucoup et que tu veux nous soutenir, on est sur Patreon, patreon.com/siroton le houblon. Tu peux faire des dons avec plusieurs paliers et pour certains paliers des contreparties, mug, t-shirt, sweat, voilà. Et sinon, on est aussi maintenant sur Utip, donc Utip Siroton le houblon. Merci pour l'écoute et à bientôt. Est-ce que tu arrives quand même encore, toi, à garder, malgré toutes les années, tout ce que tu fais maintenant, tu t'es un peu détaché de la prod, tu as plein de casquettes, est-ce que tu arrives quand même à garder un œil critique sur tes produits Pour être critique, il faut goûter beaucoup de choses. Ouais. Donc, heureusement qu'on a du monde qui vient à la brasserie, que nous, on sort de la brasserie. Donc déjà, on voit un peu ce qui se passe. On fait venir aussi pas mal d'experts assez régulièrement, donc des experts dans des domaines particuliers. Parfois, c'est des maîtres brasseurs qui sont à la retraite, ou des chimistes, ou des prestataires qui vont nous faire des audits sur certains points précis et qui vont nous dire écoutez, là, ce que vous faites, c'est comme ça. Dans d'autres brasseries, ils ont cette technique-là. Ils l'ont fait pour telle et telle raison. Si vous voulez tester, essayez. Et ensuite, on fait un retour sur les produits. On a un programme d'amélioration continue. C'est sur les goûts, mais c'est aussi sur les volumes, sur les bonnes pratiques, l'hygiène, la traçabilité. C'est pas juste un discours, quoi. C'est vraiment un truc qu'on vit au quotidien. Nous, on a Gaston, c'est notre ingénieur qualité. Lui, ce qu'il fait, c'est que les bières soient répétables, qu'elles soient bonnes et qu'elles soient traçables. Donc être critique, c'est dur. Il faut pas avoir un ego démesuré. Je pense qu'il faut boire sa bière en se disant pas c'est la mienne, c'est trop bonne. Et moi, je pense que je suis plus dur envers mes bières qu'envers les bières des confrères, quoi. Parce qu'on veut toujours faire mieux. Ouais. Et la concurrence est rude. Oui, ça s'est développé en plus sur ces dernières années sur le secteur vraiment beer geek. On a vu des brasseries apparaître un peu dans tous les sens. Des brasseries qui sont bonnes direct. Et ça, maintenant qui arrivent avec les codes.
sur le marché, ils savent quoi faire, comment le faire pour plaire aux consommateurs. Ils ont les bons produits, ils ont la bonne gamme directement dispo. Nous, on a tâtonné. Je pense aussi que c'est ça là-dessus qu'on a pris du retard. C'est qu'on a essayé des bières qui n'étaient pas forcément bankable sur Untape. Et on les a faites quand même. Et ben non, des fois, et ben, tu vois, une bière fumée, et ben ça marque pas des points. Il y a eu un peu un boulot de débroussailler le terrain pour ceux qui sont arrivés derrière, qui ont pas eu ce travail à faire, quoi. Ils se disent direct, ce style on le fait pas, ce style on le fait pas. Je fasse des NEIPA, des HIPA, des Imperial Stout t'es ça, tu fais ces 3 produits et tu fais que ça et tu bourrines un peu et du coup t'es tout de suite dans les hauts des charts et c'est bien. Après nous on a aussi notre best-seller, c'est l'Orange Mécanique. J'allais y venir après, tu vois. Donc. Ok. Et on n'est clairement pas sur la DDH. C'est un produit de bonne facture, mais qui se boit volontiers et on y retourne, quoi. Donc c'est un bon point de départ, on va dire, dans la craft comme produit. Bien sûr. Où tu as les codes de la Belge et tu as les débuts des prémices de l'IPA, quoi. Et du coup, c'est le bon compromis, je pense, pour ceux qui veulent pas trop se poser de questions. Ceux qui aiment bien la bière craft, ils ont aussi les codes. Oui, c'est-à-dire que c'est une bière, tu la branches dans un bar à Colmar, tu as une personne qui n'y connaît rien à la craft, qui a l'habitude de boire une bière blonde, il va pas être perdu. Et en même temps, un amateur de craft, il sait que c'est un bon produit qui est fait sur une microbrasserie, qui est locale, avec des bons ingrédients, et qui est pas non plus typé comme une belge classique, ultra sucrée. On a sur un produit beaucoup plus sain, si je peux dire. Équilibré, l'idée, sur celle-là. Alors, en général, sur les gros NEIPA et les gros jus de houblon, on cherche des équilibres, quoi. De la rondeur, de la gourmandise et du houblon, Et c'est l'extrême, Là, clairement, on cherche la buvabilité, quoi. C'est un peu moche à dire, mais c'est quelque chose où on y retourne, quoi. Ça sature pas le palais. T'as quand même du goût en bouche. T'as quand même 7 points. Ça colle au corps, quoi. Et du coup, on capitalise un peu sur ce produit et je pense qu'on va même continuer à le mettre en avant sur les prochaines années parce que je pense que c'est le fer de la brasserie. C'est un bon départ et peut-être même, tu vois, je pense qu'on va un peu revenir aussi dans la craft au classique. Et je pense que c'est un beau classique aussi, quoi. L'Orange Mécanique, déjà. Bien sûr. En plus, il est un peu connu. Ça fait un petit bout de temps que tu l'as. Ça fait 10 ans qu'on la vend, quoi. Donc je pense que parier là-dessus, dans l'avenir, c'est pas complètement... ça a l'air d'être une tendance en plus globale. Enfin, quand tu vois, même sur les bières houblonnées, on voit un retour des West Coast au détriment justement des bières un peu plus grasses, NEIPA et compagnie. Donc on voit qu'il y a aussi une envie peut-être de la clientèle de revenir à des trucs plus simples. C'est d'ailleurs, ça a été annoncé il n'y a pas très longtemps, c'est la thématique du Lyon Beer Festival de cette année, d'aller back to the roots, aller rechercher les styles un peu plus traditionnels et compagnie. Là, tu vois, ils ont envoyé, je crois hier, un mail aux brasseries qui participent pour justement bien communiquer sur cette tendance qu'ils veulent mettre en avant, en disant, bon, si vous voulez venir présenter des NEIPA et des grosses Imperial Sour et compagnie, il n'y a pas de problème, mais nous, on veut cette année mettre en avant un back to the roots, et peut-être un retour à des styles plus simples. Quand je dis plus simple, c'est pas forcément moins travaillé, mais c'est moins complexe sur le houblon, sur les fruits et compagnie, d'aller chercher des recettes plus... aller chercher une bonne West Coast, une bonne craft, une bière, une belle bière, on y retourne. Les bières où on se boit un galopin, on la note et on n'y retourne jamais, c'est une façon de consommer le produit. Après, la bière, c'est aussi un produit populaire, un produit qu'on consomme au quotidien. Et on y retourne. Et du coup, un produit plus simple, juste pour se faire plaisir, en plus, à Lyon Beer Fest, ils ont souvent une bonne analyse des tendances du marché. C'est vrai. Et sur les dernières années, ils se loupaient jamais vraiment. Ils étaient toujours dans le thème. Et du coup, là, cette année, ça me paraît aussi cohérent par rapport un peu à ce qu'on voit à droite, à gauche sur les tendances dans les magazines des Américains. Ils font toujours des tendances pour l'année à venir. Beer and Brewing, ils parlent de ça, quoi. La tendance des bières belges, les West Coast ou les No Coast IPA, même les IPL, quoi. Mais c'est des produits qui sont moins de gourmandise, un peu plus sec et du coup plus peintable, quoi. Et peut-être que ça a aussi un lien avec l'actualité, avec toutes les inflations et compagnie. Les bières geeks, on sait qu'ils sont prêts à mettre un peu de budget dans leurs canettes, mais tout le monde n'a pas ce budget-là. Et peut-être que si tu veux continuer à boire de la bonne bière, à un moment, tu vas peut-être plus pouvoir aller sur des bières avec des 20 grammes de houblon par litre. Et il y a plein de gens qui vont se retourner sur des bières plus simples pour vous rester quand même sur des brasseries qualitatives
sans avoir à débourser. Les barman, ils ont des consignes, ils se fixent des budgets d'achat. Donc, ils savent que s'ils veulent sortir un demi à un certain prix, il faut qu'ils achètent la bière au litre à un certain prix. Oui. Et pour rentrer là-dedans et faire des bons produits, alors soit tu t'assois sur la marge, mais bon, la marge, c'est ce qui fait vivre la brasserie. Quoi. Tu peux t'asseoir temporairement sur la marge pour encaisser un truc, mais tu peux pas le faire ad vitam aeternam non plus. Quoi. Non, et si tu le fais trop souvent, après, c'est inscrit dans les codes, et quand tu le fais pas, tu vends pas. Quoi. Ouais. Donc, viser les prix cibles avec des produits de bonne facture, mais sans forcément en faire de la surenchère. Quoi. Et c'est aussi pour ça que ça va être la tendance, parce qu'avec le contexte d'inflation, là, on a eu des hausses sur tout, sur les bouteilles, sur le malt, sur pas tant les houblons, parce que on s'approvisionne beaucoup en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Oui. Et du coup, eux, ils ont été moins impactés par l'inflation, en tout cas en termes sur les énergies, parce qu'ils ont des appros qui viennent pas forcément des mêmes endroits que nous. Et du coup, ils ont pu maintenir. Après, c'est aussi contractualisé les appros sur les houblons. Du coup, on est plus stable. Mais bon, ça va aussi venir. On est dans une économie globalisée. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine ou l'année d'après, quoi. Ce qu'il y a, c'est que tout est parti assez cher, mais est-ce que le client, il est prêt à boire des demi à 4,90 ou 5,90 ou est-ce que 3,90 et il va plutôt en boire 3 à ce prix-là? Donc nous, c'est à nous de faire aussi un produit qui, comme toujours, c'est un peu un compromis, quoi, je pense. Mais en même temps, quand il n'y en a pas trop dedans, c'est bon aussi, quoi. Bah oui. Et du coup, on parlait de cette fameuse orange mécanique, qui est un peu la star de la brasserie. Là, il y a eu très dernièrement une nouvelle sortie qui est la Sherry mécanique. On est un peu sur une déclinaison version fruitée avec de la cerise, mais en restant sur une base de belge à 7,5 degrés. C'est toujours un peu le même objectif, c'est d'aller chercher des bières qui soient qui soient accessibles à tous et plus simples. Ouais, c'est ça. On reste dans la même lignée, quoi. Bon, on voulait garder la base de l'orange mécanique, qui pour nous est une base solide, qu'on maîtrise bien en termes de production. On sait la répéter, on l'a brassée, je pense qu'on a dû la faire 200 fois cette bière. Ouais. Du coup, on a un assez bon ressenti quand on fait des ajouts là-dessus. En plus, c'est une marque qui est connue, du coup, capitaliser là-dessus avec le nom Sherry Mécanique, et pour nous, c'est assez simple aussi. C'est plus simple à vendre. Oui. On n'est pas obligé de recréer une nouvelle marque. Maintenant, sur le produit, nous, ce qu'on voulait faire, c'est un produit qui nous correspond. On ne voulait pas faire la même que les bières à la cerise des Belges. De toute façon, on ne sait pas le faire. Ils ont des techniques, des ajouts, des pasteurisations qu'on ne maîtrise pas ici, qu'on ne veut pas spécialement maîtriser. Sur des produits que tu n'as pas forcément envie non plus de travailler dans une brasserie artisanale. J'imagine qu'il y a de l'arôme, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de garder un produit qui se rapproche le plus du vrai sain. Et donc on rajoute des fruits. On rajoute pas de sucre, on rajoute pas d'arôme particulier, on met du malt, du houblon, de la levure et des fruits, quoi. Du coup, forcément, c'est pas le même rendu que je sais pas, une Castel rouge, voilà. Comme ça, parce que t'as pas ce côté sirupeux, c'est sucré au final. Ouais. Non, c'est pas sucré. Mais t'as du fruit, t'as la présence du fruit, t'as quand même un produit qui est gourmand sans être écœurant. Après, comme dit, je pense qu'on va pas viser les mêmes clients que ces bières. Bien sûr. On va plutôt chercher les buveurs de bière qui veulent du fruit que les buveurs de Castelred qui, de toute façon, n'y trouveront pas leur compte. Oui. Dans le sens où il n'y a pas du tout le même niveau de sucre et pas le même niveau de fruits pétants dans la bouche, quoi. Mais écoute, on va essayer. De toute façon, on fait le lancement. Maintenant, de toute façon, ça sert. Avec l'expérience, on a compris un truc, c'est que ça sert à rien de pousser un truc dans un produit sur le marché avec acharnement. On le met sur le marché, on garde sa vie naturelle. Si on voit qu'il y a des retours, et ben là, on va le pousser commercialement avec plus de contenu sur les réseaux, avec plus de présence sur le terrain. Et si ça prend pas, et ben à un moment, c'est qu'il fallait pas le faire. Oui. Donc on a d'autres produits qui font tourner la brasserie, la blanche, la White Rabbit et l'orange mécanique, plus une grosse partie de notre gamme permanente qui est moins connue mais qui a fait ses preuves, qui est déjà là depuis un bout de temps. Non, c'est à nous de les présenter. Parce que tu as une gamme permanente qui est assez costaud quand même développée. Elle est variée. Tu parlais, on a l'orange mécanique, la White Rabbit qui est une White IPA.
Et après, t'en as un petit paquet d'autres. T'as Tempête du désert en Pale Ale, t'as la Sex Island Rock'n'Roll sur la double IPA, t'as la Don't Panic qui est une grosse vente en IPA, l'Harakiri qui est une vraie trip pour le coup à 8 points. On a mis l'année dernière la Peace Connection qui est une Florida Vice mangue passion goyave. Et on a aussi la Soft Power qui est une NEIPA au Motueka et l'American Dream, une session au Nelson, il me semble. Okay. Et du coup, ça fait une grosse gamme. Donc déjà, on a du... Oui, et puis t'en as pour tous les goûts, quoi. Oui. C'est bien. Oui, c'est... Bah écoute, après, la gamme, ce qui est compliqué, c'est que t'as toujours envie d'en mettre plus. Oui. Mais à un moment, d'en avoir trop, c'est plus cohérent non plus, quoi. Donc... on leur laisse leur chance aux produits, on les met 2 ans dans les bacs et on trie à la fin, quoi. Et je reviens juste sur un point quand on parlait de rester critique sur tes produits. On avait, alors t'as évoqué juste après aussi un peu vaguement Untappd, parce qu'on parlait du succès des brasseries, ainsi de suite. Pour toi, qu'est-ce qui a plus d'importance? C'est de regarder les retours clients sur Untappd ou de rester comme toi critique avec ton équipe sur ton produit? Qu'est-ce que... je pense qu'il faut un peu piocher partout. Donc nous, on a la Type Room en ville à Colmar et on a celle du bar. Donc on boit régulièrement une bière dans l'un ou l'autre. On parle avec les clients, on échange avec les barman aussi, qui ont beaucoup de retours. Donc ça, c'est une partie du marché. On a de la présence terrain via les commerciaux qui nous font aussi beaucoup de retours sur les produits. Untappd, c'est une façon facile d'accéder à de l'information et du contenu. Donc il faut tout trier. Alors sur Untappd, je sais pas, on doit avoir 60 000 notations depuis 10 ans. Nous, on sort, l'année dernière, on sort 750 000 litres. Oui. Donc ça fait, tu multiplies par 4, ça fait le nombre de demi-vendus, quoi. Ouais. Donc est-ce que 60 000 notes sur 10 ans, comparé à 2 millions de demi vendus l'année dernière, c'est pas anecdotique, mais il faut pas le pas prendre forcément comme très représentatif de la vie globale, quoi. Non, surtout que les consommateurs de bière, on va dire le consommateur lambda, lui il va pas sur une table, quoi, et c'est lui qui fait le volume. Oui. Donc il faut prendre un peu des deux. Il faut pas se laisser distancer non plus sur les produits éphémères et faut garder un nez dedans, sinon on devient une brasserie has-been. Oui. C'est ce qu'on veut pas, et en Bien plus sûr. Franchement, de la concurrence saine, ça permet d'apprendre, ça permet de faire des meilleurs produits et même de maîtriser sa gamme permanente. Tout ce qu'on a fait pendant le Covid avec la gamme Santa Cruz, clairement, ça nous a appris énormément sur notre gamme à nous. On a une meilleure maîtrise des fermentations, meilleure maîtrise du brassage. On a eu le temps en fait d'aller voir point par point tous les détails pour qu'au final, on arrive à faire des produits qui soient clean. Alors, on a évoqué la gamme permanente, mais en dehors de ça, il y a quand même pas mal d'éphémères. Ouais. Sur tous les styles. Doublonné, de l'acide, de la torréfiée. Et je pense qu'il y a un point qui a marqué pas mal de monde chez Sainte-Cruz sur les éphémères, c'est tout ce qui est non visuel et toute la com qui est un peu autour de ces bières-là. Il y a eu des séries ultra créatives et un peu barrées, les Teletubbies un peu déjantés. Les Teletubbies, on est peut-être allé un peu trop loin. Mais après, voilà, de toute façon, un chemin, c'est jamais tout droit, quoi. Ouais, on fait des erreurs, après, on a appris, on est passé à autre chose. Et ça, t'as eu la série sur les dictateurs, t'as eu... Ouais, non, c'est bien marré. Ouais. Là, t'as encore eu dernièrement, pas en série, mais tu as eu la Death by Snoo qui est quand même assez déjantée sur le design et compagnie. C'est quoi, c'est devenu un peu une marque de fabrique, un peu sur l'éphémère, d'aller sur ces terrains un peu barrés, d'avoir une imagerie... de brasserie décalée. Ça, c'est fun. Ça, c'est vraiment là où c'est là où on se marre. Ça fait une émulation de groupe au niveau de la brasserie. On a des clients qui reviennent pour ça. C'est les noms à la noix, clairement, ça fait marrer tout le monde. Et on vend beaucoup de bières dans les bars en fût. Quand tu regardes un tableau avec 25 bières, et des fois, quand tu vois 3 mots qui te font marrer, tu te dis, tiens, je vais goûter ça. Donc déjà, en plus, ça correspond vraiment à notre vision du monde, quoi. Travailler sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Je pense que c'est un peu la devise de la brasserie, quoi. C'est de la rigueur au niveau de la prod
Et par contre, derrière, c'est la vie, quoi. On n'est pas obligé d'être sérieux, quoi. C'est même plutôt chiant, ceux qui sont sérieux au quotidien, quoi. Donc là, mettre un peu de fun, mettre un peu de paillettes dans la vie avec du latex, ou peut-être mettre un peu de latex dans sa vie, c'est une bonne façon de voir les choses aussi, quoi. Pas que, hein. Elle vient d'où toute cette créativité? C'est du cuir. Ouais. Hein la créativité, là, tout ça, ça vient d'une. T'as une personne particulièrement dans la boîte qui est créative. Non, c'est de l'émulation de groupe. Vous faites des brainstorms en tenue de cuir. De moins en moins en cuir. Là, on a tous vieilli, hein, mais. Non, on a une bonne team. Alors, on a Luc, notre graphiste, qui est en freelance, mais qui, lui, du coup, comme il bosse, il bosse en freelance, du coup, il se balade beaucoup. Donc, pendant 3 ans, il était en Nouvelle-Zélande, mais on bossait au quotidien. Donc, c'était vachement chouette. Comme on était en horaire décalé, moi, je lui ai envoyé un nom le jour 1, et lui, il bossait dessus la nuit. Et le lendemain matin, j'avais une étiquette, quoi. Donc, lui, il est super créatif et il cultive sa créativité avec beaucoup de déplacements. Là, je crois qu'il est à La Réunion en ce moment. Et il sait que, de toute façon, quasiment un gros bout de son taf, on lui le fournit. Même quand on n'a pas d'idées en tête, lui nous suggère des noms, il fait des étiquettes en avance. On a une base de données avec plein d'étiquettes, pas plein, mais ça dépend. En tout cas, c'est fluctuant. Lui, il n'est pas tributaire de nos sorties pour pouvoir vivre. Il sait qu'il a tout le temps du taf. Tiffany, elle est aussi bien perchée dans son univers. C'est la responsable marketing, donc elle est bonne force de proposition. Après, Enzo, mon associé, et moi-même, on se marre. Et on suggère, on essaye. Des fois, on va un peu trop loin, des fois, on va pas assez loin. C'est sûr qu'on a envie de faire la surenchère, mais pas entre les dictateurs et les Teletubbies, les licornes, cannibales et les licornes qui font des proutes arc-en-ciel. Là, à un moment, on peut pas. Il faut revenir un peu en arrière pour reprendre de nouveau du plaisir à avoir l'exceptionnel, quoi. Ça s'organise comment un shooting photo quand on a des tenues latex, des pentagrammes, des têtes de licorne et... On s'arrange déjà pour pas les faire pendant les horaires d'ouverture du bar. Après, ça crée l'animation. Mais bon, les photos sont un peu cons. Mais c'est vachement de boulot pour les mettre en place. Maintenant, depuis 2 ans, on bosse avec un photographe, Tim, qui réfléchit aussi au cadre. À la mise en scène, on y réfléchit tous. En général, on essaie de trouver des trucs. Clairement, au début, forcément, c'était pas une grosse team, donc je m'occupais de tout ça. Maintenant, je suis bien content de pouvoir déléguer une partie, et c'est de l'intelligence collective, donc on amène tous des choses. Moi, en général, je fais la touche finale, quoi. Ils ont toujours tendance à vouloir mettre trop d'accessoires sur les photos. Moi, j'aime bien quand c'est un peu épuré et qu'on aille à l'essentiel. Donc moi, je fais un petit passage pour dire allez, on recadre ou pas. Mais plus ça va, plus je donne la confiance, quoi. Ça se passe comment pour quand t'es une microbrasserie comme ça, pour passer une tenue en latex en compta? Oh bon, ça passe, c'est bon. Tu l'avais évoqué plusieurs fois, à la brasserie, il y a un taproom. Ouais. Ça a été quoi? Tu l'as installé dès l'installation de la brasserie dans ce nouveau bâtiment? Oui, donc on s'est installé en 2017. Je crois qu'on a ouvert la taproom janvier ou février 2018. Ça, c'était super important pour plein de raisons. Déjà, les clients, ils ont envie de voir les cuves, ils ont envie de voir où c'est fait. Ils ont envie de... Là, on est dans une zone industrielle. C'est pas super glamour, mais en vrai, il y a beaucoup de monde qui bosse là. Et qui, avant de rentrer chez eux, sont pas contre une petite bière, quoi. Vous avez c'est un concept qui fonctionne bien, quoi. Donc... la taproom, c'est chouette. Et surtout, nous, on est contents en fin de service de pouvoir aussi se tirer une bière pression, parce que si t'as même pas de bar, c'est pas de bol, quoi. T'es obligé d'ouvrir des canettes. Et puis ça se voit maintenant, pas toutes, mais il y a beaucoup de microbrasseries qui ouvrent et qui, dans cette nouvelle génération, partent dès le début avec le plan de se dire on va créer un taproom en même temps que notre brasserie, il faut qu'on ait un lieu de consommation sur place. Donc ça doit quand même avoir une importance assez... Plein de raisons. Ça cultive notre univers déjà, et on arrive à
on défend les valeurs et l'univers qu'on a envie de présenter, quoi. Bien sûr. C'est aussi une grosse partie du modèle économique, hein, clairement. C'est des produits qu'on valorise mieux et qu'on peut mettre en avant comme bon nous semble, quoi. Donc on peut aussi proposer toute la PLV, les t-shirts, les casquettes, les bonnets. Parce que vous avez quand même pas mal de choses en plus. Sainte-Crue, c'est vrai que il y a un petit univers, quoi. Bah, si déjà on fait des belles étiquettes, autant les décliner en poster, en sous-boc et compagnie, quoi. Donc, et en vrai, quand on est consommateur de Sainte-Crue, on aime bien ces petites choses-là, quoi. Donc, on cultive, quoi. Est-ce que toi, tu vois des sujets que j'aurais oublié d'aborder dans ma préparation de podcast, et des choses que tu voudrais évoquer particulièrement? Je sais pas si c'est particulièrement intéressant, mais nous là, le gros travail qu'on met en place à la brasserie, c'est, je pense comme tout le monde, quoi, c'est comment économiser le max d'énergie à tous les niveaux, quoi, parce que tout ce on met en place des systèmes de chauffe qui ont des meilleurs rendements, on met en place des systèmes de froid mieux isolés, on essaie vraiment de faire en sorte d'inscrire la brasserie dans un modèle qui va se tenir dans le temps. Et du coup, de rogner toutes les pertes qui sont à droite, à gauche, et ça prend beaucoup de temps au début à la mise en place et de l'investissement. Mais clairement, c'est là-dessus qu'on s'éclate, en plus des nouveaux produits. Hein. Mais c'est complémentaire, quoi. Et donc, je pense que c'est un peu l'avenir de toutes les brasseries là, qui veulent s'inscrire à long terme dans le paysage brassicole, c'est comment faire en sorte pour faire la meilleure bière, mais en maîtrisant tous les déchets, tous les annexes et toutes les énergies qui sont consommées, quoi. En tout cas, c'est mon truc de moment, quoi. C'est pour ça que je voulais en causer. Voilà. T'as la tête dedans en ce moment, ouais. C'est quoi les gros projets pour 2023 ? Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, en tout cas à l'avenir, pour la brasserie ? Alors, comme dit, on vient de lancer les fûts inox depuis 2 mois. Donc, ça veut dire qu'on commence à les vendre depuis 1 mois. Clairement, moi, ce que je me souhaite, c'est de ne pas avoir de mauvaises surprises. Qu'on fasse la bascule entre les Kikeg et les fûts inox assez simplement et que tout soit validé. La brasserie, c'est des retours d'expérience. Donc, les premiers mois, tu croises les doigts pour que tout marche. Et après, tu es un peu rassuré parce que tu vois le volume qui sort et que les taux de retour sont très faibles. Donc, j'espère qu'on n'aura pas de taux de retour là-dessus. Normalement, on est assez calé en niveau quali, traçabilité. On a nos bars qui passent du coup des fûts inox depuis 2 mois. On voit qu'il n'y a aucun problème. Donc, pourvu que ça dure, si tu peux nous souhaiter un peu de créativité pour continuer à trouver des photos à la noix. Un peu de cuir et de latex. Et surtout des bonnes recettes, quoi. Ouais, bien sûr. Mais l'année 2023 va être un peu compliqué. Je pense qu'il y a des nouvelles règles qui se mettent en place, des nouveaux acteurs qui rentrent, des acheteurs qui sont aussi c'est plutôt des groupements d'achat. Donc on a moins d'indépendants avec qui négocier. Ça change les cartes, mais clairement depuis 10 ans, il n'y a pas une année où on a pu se dire tiens, cette année ça va être tranquille, on va se reposer sur nos acquis, quoi. Donc en fait c'est juste la continuité, il faut rester attentif. Et ça c'est l'expérience de 2017 de la construction du bâtiment où j'avais la tête juste dans la construction. Et en fait t'as pas le droit de laisser partir des domaines, quoi. Tu peux pas faire une impasse sur un des sujets, quoi. Il faut garder un peu la tête partout. Et c'est un métier, quoi. Ouais, j'imagine bien. Super. Merci beaucoup, Vivien. Je pense qu'on arrive un peu au bout de ce podcast. Je rappelle aussi aux auditeurs que si ils le souhaitent, ils peuvent laisser une petite note sur Apple Podcast, 5 étoiles, ça aide au référencement. Et que on va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Allez, merci bien, salut.